Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique dans notre système de santé et des services sociaux. Je m'appelle Marisa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici à Amnesty International et j'animerai la conférence de ce soir. Je me joins à vous à partir des bureaux d'Amnesty International Canada francophone qui sont situés à Tiohtià:ke ou Montréal. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Maintenant, je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et peut-être même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Cette conférence virtuelle est la première d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Tout au long des prochains mois, nous allons entendre des experts et des militants et militantes contre le racisme et apprendre comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Notre prochaine conférence, le 25 novembre, portera sur le racisme systémique et la police. Vous pouvez toujours consulter la liste de conférences et vous inscrire pour celle de novembre sur notre page web. Et ma collègue Camille va afficher la page web dans le chat présentement. Suite à la mort tragique de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette et la mort de Georges Hervé à Ouachiche à l'hôpital de Chicoutimi, il est de plus en plus évident que celles et ceux d'entre nous qui ne sommes pas touchés directement ne comprennent souvent pas les répercussions profondes et durables du racisme systémique dans nos services de santé et nos services sociaux. Au Québec, les impacts sont particulièrement importants pour les personnes autochtones et noires. Pour s'opposer au racisme systémique, nous devons le comprendre et c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici ce soir. Merci d'être parmi nous. Donc, avant de passer la parole à notre première conférencière, je vais faire le point sur quelques détails techniques. Et par la suite, on va écouter nos trois invités. Et enfin, il y aura le temps pour une période de questions d'au moins une vingtaine de minutes. Alors, pour les détails techniques, pour que vous le sachiez, votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez toujours converser avec les animatrices et les participants via le chat et vous pouvez poser vos questions à tout moment via le question-réponse. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Merci. Alors, nous sommes choyés d'avoir avec nous ce soir trois conférenciers et conférencières excellents. Tania Sirois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Alicia Boatswain-Kite, docteur en philosophie et travailleuse sociale. Et Samir Shaheen Hussein, pédiatre urgentiste et auteur. Avant de passer la parole à Madame Sirois, je vous lui présente. Tania Sirois est membre de la Première Nation Innu de Pessamit. Elle est directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec depuis 2013. Elle possède un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Elle possède plus d'une quinzaine d'années d'expérience en administration, gestion et gouvernance. Madame Sirois est co-autrice de la récente lettre ouverte publiée dans la presse et co-signée par 37 femmes autochtones appelée « Il peut y avoir un Québec meilleur pour nous tous ». Madame Sirois, la parole est à vous. Oui, merci Marisa pour cette présentation. Donc, Kwe, on me présentait, mon nom est Tania Sirois, donc je suis Innu de la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord. Je suis une Première Nation qui est née dans la ville, donc je suis née à Bécomo
j'ai grandi à Baie-Comeau et après ça, j'ai quitté pour aller vivre dans d'autres villes, pour aller aux études et tout ça. Donc, je trouve ça important un peu de parler d'où que je viens. Ça aide des fois à comprendre pourquoi on s'investit, car quand on travaille dans le milieu autochtone, c'est vraiment pour nous une vocation. Donc, c'est vraiment la spécificité des Autochtones en milieu urbain et les enjeux qu'ils pouvaient rencontrer ou qu'ils peuvent rencontrer encore aujourd'hui, pour moi, fait de moi là, quelqu'un qui veut porter ce message-là. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir là, pour discuter des enjeux au niveau du racisme systémique dans le réseau, plus spécifiquement de la santé et des services sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même adresser mes plus sincères sentiments là, pour la famille de Mme Joyce Echaquan, de M. Awashish, deux cas qu'on a vus dernièrement dans les médias qui ont révélé au Québec entier, parce que je crois que ça a été une réelle révélation de voir que ça existait. Malheureusement, dans le monde autochtone, nous, on le savait que ça existait. On savait qu'il s'est passé des années de racisme systémique dans les systèmes, que ce soit scolaires, dans les systèmes politiques, dans les systèmes de santé et services sociaux, que ce soit dans les tribunaux et tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler, entre autres, de santé et services sociaux. Les Autochtones au Québec, les Autochtones au Canada, pourquoi c'est si complexe, cette question-là? Faut remonter en 1876 et pourquoi je me permets de parler un peu d'histoire, c'est que je ne peux pas arriver en parlant du racisme systémique sans qu'on soit en mesure de comprendre d'où part ce racisme systémique-là envers les Autochtones. Donc, en 1876, c'était la mise sur pied de la loi sur les Indiens. Donc, c'est un système du gouvernement fédéral qui met en place une loi pour la création des réserves, pour bien là, cadrer là, les Indiens qu'on appelait dans le temps, là, les Premières Nations au pays. Cette loi-là a permis également la création des pensionnats qui avaient comme objectif de tuer l'Indien en l'enfant. Donc, vous comprenez que le racisme systémique au Canada, au Québec, n'est pas arrivé le mois passé, n'est pas arrivé dans la dernière décennie. Il existe au Canada depuis au moins près de 150 ans. Non seulement on peut parler de racisme systémique en ce qui a trait les systèmes envers les Autochtones, mais on a même été jusqu'à déclarer des génocides culturels. Donc, il y a certaines personnes qui ont amené ce contexte-là. Donc, quand on parle de discrimination, donc on met en place un système qui est planifié et qui est dans la culture organisationnelle pour justement venir discriminer ou faire du racisme envers ces personnes-là. Donc, le racisme envers les Autochtones a une racine qui est différente d'envers les autres communautés culturelles. Il n'est pas pire, il n'est pas mieux, je ne veux pas le comparer, mais il est différent. Il prend beaucoup de place aussi dans les régions. On parle dans les années 70-80, on comprend qu'il y a des villes comme Montréal, des métropoles qui sont multiculturelles, mais on parle très peu des régions comme le nord du Québec, des régions comme en Abitibi-Témiscamingue, comme la Côte-Nord et tout ça, comment que cette réalité-là parallèle où que cohabitaient ensemble les Premières Nations et les Québécois, mais où que cette cohabitation-là se faisait en parallèle. Pourquoi que je vous parle de tout ça? C'est que c'est important de comprendre que dans le réseau public, dans le réseau du système de santé et services sociaux, c'est des gens qui travaillent là. Donc, c'est des gens qui arrivent avec une conception, qui arrivent avec une histoire. Chacun a sa perception au niveau des Autochtones, ce qui fait que ça l'amène une influence qui s'est immiscée dans les systèmes année après année, ce qui a fait en sorte qu'on a longtemps considéré les Premières Nations et les Inuits comme des citoyens de seconde zone. Donc, du moment qu'on est considérés comme des citoyens de seconde zone, donc, pourquoi donner un service approprié? Pourquoi donner un service qui est culturellement pertinent? Donc, pourquoi se casser la tête à dire
y a-t-il quelque chose à faire pour améliorer les conditions des Autochtones au Québec et au Canada? Et du moment qu'on ne se donne pas la peine de se poser cette question-là, pour moi, c'est un signe de racisme systémique dans le système. C'est qu'on n'admet pas que les gens ont une certaine spécificité et qu'on doit prendre en compte le passé, qu'on doit développer nos compétences culturelles pour intervenir au niveau de la santé ou des services sociaux auprès de ces personnes-là. Comme je le dis souvent, les gens, puis c'est le débat qu'on ne voulait pas lancer, puis malheureusement que ça semble être circulé là, dans le monde politique. On n'est pas en train de dire que les individus sont racistes. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, comme on disait, ça s'est immiscé dans le système. C'est une culture organisationnelle et on a malheureusement, on l'a banalisé, ce racisme-là. On l'a normalisé et on l'a toléré. Donc, quand on parle de banaliser, normaliser, tolérer, c'est que c'est bien ancré dans la culture organisationnelle et ce qui fait que malheureusement, des cas sont arrivés, comme à Mme Echaquan, de comportements qui, on n'était même pas gêné de porter ces commentaires-là, que je ne répéterai pas, mais qu'on a vus en masse là, sur les réseaux, les médias et tout ça. Donc, cette personne-là, ça ne devait pas être la première fois. Je ne veux pas y faire son procès ce soir, mais elle était entourée de collègues et on a toléré que ces propos-là soient tenus. Du moment que ça devient toléré, c'est qu'on ne dénonce pas au sein du système que ça se peut, ce racisme systémique-là. Donc, quand il n'est pas dénoncé, ça fait en sorte qu'il s'immisce et il devient normal et on le tolère. Et à ce moment-là, on se demande, bien, il y a des superviseurs, il y a des PDG dans ces organisations-là, il y a des directeurs. Pourquoi que ces gens-là n'ont pas posé des actions? Ça ne se peut pas que c'était un cas isolé. Et on le sait, il y a 4 commissions d'enquête au courant des 30 dernières années, au-dessus de 900 recommandations. C'est impossible que quelqu'un dise « Ah, je ne le savais pas que ça existait dans mon institution, le racisme systémique envers les Autochtones. » Il n'y a pas si longtemps, la question autochtone, là, présentement, en 2020, on n'a plus pu passer aux côtés. Cependant, elle a été longuement ignorée. On a longuement fait l'indifférence. Souvent, on mélangeait les solutions qu'on apportait au niveau des Autochtones. Donc, on mélangeait ça avec les enjeux en lien avec l'immigration, par exemple. Donc, on ne prenait pas compte des réalités spécifiques. Donc, on n'a jamais pu poser des solutions concrètes de la part de l'État pour contrer le racisme systémique. Parce qu'on mélangeait souvent les solutions pour dire que ça s'applique à tout le monde. Quand les enjeux sociaux reculent au-delà de 150 ans, il est clair que ça ne peut pas être les mêmes solutions qu'au niveau de différentes communautés culturelles. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir. Et oui, c'est demandant de bouger le système. Oui, c'est demandant. Je comprends que le réseau de la santé et des services sociaux, c'est une grosse machine. Mais on ne s'est jamais donné le temps et on n'a jamais investi l'énergie de pouvoir vraiment se dire, mais comment on peut agir autrement avec les populations des premiers peuples. On n'a jamais aussi considéré, à part dans les 5 dernières années, que les premiers peuples avaient une histoire, avaient un parcours particulier, rencontraient des embûches, avaient un contexte et surtout pouvaient amener une richesse culturelle. L'Autochtone a été souvent perçu comme un problème. Ça a vraiment des impacts. On parle de racisme systémique au sein du système de santé, mais ça crée aussi une méfiance envers le système de santé. Donc, ce qui arrive, c'est que les Premières Nations vont consulter à l'hôpital, mais souvent quand la situation de leur santé s'est beaucoup dégradée. On a une crainte, on a une méfiance. Donc, comment qu'on peut arriver? Il y a une obligation populationnelle des systèmes de santé et de services sociaux à rendre accessibles leurs services. Donc, comment qu'on peut justement travailler ensemble dans une co-construction entre les Premières Nations, les Inuits et le système de santé à vouloir régler réellement là, cette accessibilité-là et
cet environnement-là sécuritaire. Donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être dans un milieu sécuritaire. Quand on va à l'hôpital, quand on va consulter, quand on est face à une infirmière ou à un médecin, on veut que le regard soit dénoué de préjugés. On ne veut pas qu'il y ait de commentaires qui sont faits désobligeants, mais on se le permet, on se l'est longtemps permis auprès des Premières Nations, et ça, c'est longuement documenté. Quand je vous parle de l'importance de la fierté culturelle, quand je vous parle de l'importance d'avoir un safe place, une place où on est en sécurité, j'ai envie de vous proposer une petite vidéo un peu pour couper la conférence et un peu pour vous parler de l'importance de quand on vit dans un système où on était longtemps oppressé comme individu, comment que ça peut faire du tort, mais comment qu'une fois que la fierté est mise de l'avant, on peut aller de l'avant et ça a des impacts intergénérationnels. Donc, je vous ai emmené une petite vidéo de 3 minutes qu'on va pouvoir vous présenter. Camille va pouvoir le partir. C'est sûr que, bon, je suis la directrice du regroupement des centres d'amitié. C'est une vidéo au niveau des centres d'amitié qu'on avait faite dans le cadre de notre 50e anniversaire du mouvement. Mais je veux que vous voyez les gens, parce que les gens, les Autochtones ont développé une grande résilience, ont eu pas le choix d'innover parce que le système étatique ne répondait pas à leurs besoins. Donc, les centres d'amitié sont nés pour offrir, bien sûr, des services, mais pourquoi c'est important d'offrir des services culturellement pertinents et de mettre en l'avant-plan les cultures autochtones. Donc, un petit vidéo de 3 minutes. Donc, après ça, je vous reviens pour terminer là, ma petite conférence. Le centre des métiers, c'est une place, je pourrais dire que c'est quasiment essentiel pour les Autochtones en milieu urbain. Ce que ça m'a apporté, moi, c'est vraiment la fierté autochtone, que c'est culturellement pertinent, la transmission aussi, de génération en génération. C'est important de rallier les Autochtones ici en ville pour pas qu'ils se perdent dans d'autres mauvaises habitudes, par exemple. J'ai l'impression que quand tu viens ici, tu retrouves une famille. Être autochtone en milieu urbain, c'est vraiment d'avoir des gens qui comprennent. If you're coming here and you miss the sense of home, family, friends, it's a great place to have a community and share similar experiences. Feel like you have people, a network to lean on. Tous les programmes qui sont adaptés pour les Autochtones, quand on rentre ici au centre d'amitié, on se sent chaleureusement accueilli. Un Autochtone qui va arriver en ville puis qu'il n'y a pas de centre d'amitié, mais il n'y a pas de repère. Ça n'a pas d'importance si c'est écrit Algonquin, Inuit. C'est vraiment une place with security. You can be yourself. You don't have to hide. And no one's going to judge you. A home away from home. On est comme fiers de travailler ou de s'impliquer dans un centre d'amitié. C'est vraiment une fierté commune. Je viens toute l'année ici, presque tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien. Si quelqu'un me demanderait c'est quoi le centre d'amitié, c'est une deuxième famille. C'est certain que c'est important que mes enfants, que les autres enfants aussi soient en contact avec la culture, la langue, les autres enfants qui soient en contact aussi avec les aînés, la famille, que la transmission puisse continuer. Nous, on leur offre cet espace-là pour qu'ils puissent le faire, on leur offre cette opportunité-là pour qu'ils puissent continuer à être un autochtone qui est fier de son identité en milieu urbain. Minot Pajak, Maniwaki Native Friendship Center. Everyone is welcome at the Maniwaki Native Friendship Center. Bienvenue au
Centre de mythe autochtone de Maniwaki. Donc, ce petit vidéo-là avait pour but de vous démontrer pourquoi c'est important pour les Autochtones d'avoir un endroit où ils se sentent bien. Je comprends qu'on ne peut pas se substituer au système de santé, c'est-à-dire on ne fera pas d'accouchement et d'opération à cœur ouvert dans un centre d'amitié, mais si les gens viennent à nous, c'est qu'ils ne retrouvent pas cette sécurité-là au sein du système de santé. Et en 2018, le regroupement des centres d'amitié a été responsable de faire un portrait que vous allez pouvoir retrouver là, sur notre site web, rcaq.info. C'était un portrait sur les Autochtones en milieu urbain et l'accès aux services publics. Donc, on voulait voir, c'est sûr c'était des perceptions, mais on voulait voir c'est quoi les perceptions en ce qui a trait à l'accessibilité des services publics. Et bien sûr, on a abordé le volet santé et services sociaux. Quand même, 1723 répondants ont répondu. C'était un des plus gros échantillonnages là, au niveau d'une étude en milieu urbain. On est allé dans 13 villes au Québec. Donc, quand même, on a eu un échantillon assez représentatif. Donc, en ce qui a trait, le plus grand obstacle qu'on rencontrait, c'était entre autres la langue. Il faut comprendre, mais pour bien connaître les Premières Nations, il faut comprendre que souvent, le français ou l'anglais est souvent une deuxième et une troisième langue. Donc, exemple, quand on est à Chibougamau et qu'on écrit, il se peut qu'on aille dans le réseau de la santé ou qu'on parle uniquement en anglais. Même chose si on est à Maniwaki, on va à l'hôpital de Maniwaki. Donc, comment on s'assure? Imaginez, quand on n'est même pas capable de communiquer dans notre langue maternelle, c'est une chose, mais ni en anglais, en français, ça, c'est plus facilitant, mais ça, c'était vraiment une barrière. Puis également, les gens ne connaissent pas les services. Les gens ne sont pas portés à aller dans les services, donc c'est là qu'on rencontre des enjeux éventuellement, là, des enjeux au niveau de la santé, là, plus tard. 57% des répondants ont dit avoir été victimes dans le réseau québécois de racisme et ça va de 44% à 86%. Je ne vous nommerai pas les villes, vous pourrez aller voir dans le portrait, mais c'était vraiment varié. C'est sûr, c'est une perception. Puis malheureusement, c'est que pour être victime de racisme, quand les gens disaient « oui, j'ai été victime », c'est « inquiétez-vous pas », c'est parce qu'il y a des gros mots qui avaient été prononcés et vraiment des gros préjugés qui avaient été mis de l'avant. Il y a comme aussi, ce qui est triste là-dedans, il y a un genre de résilience qui s'est développée que il y a tellement une habitude d'avoir des commentaires, des regards, du dédain et tout ça que les Autochtones ont des fois de la difficulté à reconnaître le racisme. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes quand les médecins, ils ne comprennent pas ce que les médecins disent, ne comprennent pas ce que le personnel, à cause des barrières de la langue, des fois les gens ne font pas attention de bien expliquer par rapport à ça. Ils se sentent intimidés, donc ils se replient sur soi-même. Ils ont beaucoup une peur d'être jugés, ça revient constamment. Donc, pour terminer, parce que je sais qu'il me reste 1 minute et là, j'ai peut-être volé 1 minute, là, mais les solutions, j'ai envie de finir sur une note positive par rapport à ça, parce que 20 minutes, c'est très court là, pour parler de tous les enjeux. Je sais qu'on parle beaucoup de formation. En 2020, on aurait dû parler de formation. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, ça devrait être normal qu'on connaisse toutes les 11 nations, qu'on connaisse on sait qu'il y a des particularités culturelles, qu'il y a des compétences culturelles à développer. Bon, ceci étant dit, allons-y pour la formation, mais ça ne peut pas être une unique solution. Il faut responsabiliser et rendre imputables les gestionnaires dans le système de la santé et des services sociaux. Il faut, je le disais plutôt, shaker la machine, innover, permettre la prestation de services aussi via des organisations autochtones comme les centres d'amitié, parce qu'on sait que nous avons nos propres solutions, donc quand c'est possible, et d'avoir une certaine reconnaissance. Il y a des fois, les réseaux de la santé ne veulent même pas travailler avec des organisations autochtones. Fait, il y a lieu de voir comment on peut faire de meilleurs partenariats. Et bien sûr, la volonté. Souvent, ça repose sur la volonté de médecins, d'infirmières, de gens qui veulent tellement faire quelque chose, mais ce n'est pas encore là le système qui s'engage
qui s'engage vraiment à faire des changements. Et tant que le système ne démontre pas sa volonté sincère de faire des changements, je crois que nous assisterons encore à des situations de racisme systémique dans nos systèmes. Donc, je vous remercie. Là, j'ai volé peut-être 2 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup, Tania, pour cette présentation éclaircissante sur le contexte dans lequel les populations autochtones interagissent avec le système de la santé et des services sociaux et les dynamiques et manifestations du racisme systémique là-dedans. On va certainement revenir vers vous pendant la période des questions. Sans plus tarder, on va passer la parole à notre prochaine conférencière. Alicia Boutsoin-Kite est une docteure en philosophie et travailleuse sociale qui possède plus de 10 ans d'expérience clinique avec des personnes, des familles et des groupes marginalisés. Ses recherches portent sur l'oppression systémique des personnes racisées et sur la manière dont ça contribue à leur représentation inégale dans les systèmes de contrôle social. Alicia travaille vers une transformation sociale au sein de nos institutions et de nos politiques sociales afin de garantir que tous les individus et groupes puissent participer à la société en tant que pairs à part entière. Son travail cherche à identifier des solutions innovantes pour faciliter l'accessibilité des services aux populations marginalisées. Elle est également professeure adjointe à l'Université McGill. Allez-y, Alicia. Merci beaucoup pour l'invitation, puis merci beaucoup Tania d'avoir partagé la parole, puis je reconnais un certain nombre de similitudes entre l'expérience des Premières Nations et celle des Noirs qui révèlent, je pense, d'un racisme systémique. Où commencer? Oui, je suis assistante adjointe à l'École de travail social de l'Université de McGill, mais avant cela, j'ai été travailleuse sociale pendant de nombreuses années dans le réseau de la santé et services sociaux. La plupart de ceux-ci étaient au sein du département de la protection de la jeunesse. Mon domaine de recherche est la surreprésentation des enfants noirs dans nos systèmes de protection de l'enfance et les approches communautaires comme alternatives, si on veut. Ce soir, j'aimerais partager un peu les résultats de plusieurs de mes recherches, puis de qu'est-ce que j'ai témoigné lors de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse plus tôt cette année. Au Québec, la surreprésentation des enfants noirs au sein des centres de jeunesse est documentée depuis les années 90. Malheureusement, ce phénomène ne s'est pas amélioré à travers le temps. Les études continuent de démontrer que les enfants noirs sont signalés de manière disproportionnée à la direction de la protection de la jeunesse. Cela ne signifie pas que les efforts visant à réduire la surreprésentation n'ont pas été tentés, mais plutôt que nous avons une compréhension limitée des raisons sous-jacentes à la surreprésentation et ce qui doit être fait pour y remédier. À travers des données longitudinales sur les enfants suivis par un centre jeunesse ici sur l'île de Montréal durant l'année 2011, nous avons constaté dans le cadre de mes recherches au niveau doctoral que 24% des enfants noirs avaient un signalement retenu pour évaluation par le centre jeunesse, malgré le fait qu'ils ne représentaient que 9% de la population générale. Comparativement aux enfants blancs, ces enfants étaient 5 fois plus susceptibles d'avoir leur signalement retenu et que le motif de celui-ci se révèle fondé. Nous avons aussi constaté avec les données longitudinales que le taux de placement de ces enfants était également 5 fois plus élevé que celui des enfants blancs et puis qu'une fois placés, ces enfants risquaient d'être plus longs dans le système ou en milieu alternatif, donc sans leurs parents, puis qu'ils étaient aussi, lorsqu'une fermeture de leur dossier dans le système de protection de la jeunesse, 5 fois plus probable d'avoir ou d'être re-signalés à nouveau. C'est important de savoir que les résultats dans le cadre de ce projet étaient vraiment un projet de recherche. Ça veut dire que nous n'avons pas les moyens de savoir
systématiquement à quel point les enfants sont surreprésentés à travers le temps. Donc, malgré le fait qu'on a des données qui démontrent à quel pourcentage ces enfants sont dans le système, on ne sait pas vraiment beaucoup sur qu'est-ce qui arrive une fois dans le système pour savoir à quel point qu'il y a une disparité dans le service ou à quel point ces services répondent vraiment réellement aux besoins de ces enfants noirs. Il y a plusieurs raisons dans le cadre de la littérature, si on veut, qui expliquent un peu pourquoi les enfants noirs sont surreprésentés. Puis on peut les regrouper dans environ 3 grands thèmes, si on veut. Un de ces thèmes, c'est le fait que ces enfants noirs sont plus portés à vivre dans des conditions de précarité socio-économique. Une autre explication, c'est que les enfants noirs manquent de ressources d'aide adaptées à leurs besoins socio-économiques. Et l'autre, ça serait que les enfants noirs sont plus susceptibles de faire l'objet du racisme à l'extérieur et à l'intérieur des systèmes de protection de l'enfance. Je dirais qu'à travers nos recherches, on était capable de trouver, de voir ou de constater les trois raisons. Donc, je pense qu'on a vraiment passé beaucoup de temps, je dirais plusieurs études ont étudié cette question de qu'est-ce qui arrive à ces familles noires. Donc, la première raison qui suggère qu'il y a des facteurs de risque, si on veut, que les familles noires sont atteintes comparé à d'autres familles telles que le chômage, la monoparentalité, la toxicomanie, l'incarcération, des problèmes de santé mentale. Donc, ces facteurs, on dirait, rendent ces familles noires plus à risque de se retrouver dans un contexte de pauvreté, un contexte fortement lié à la maltraitance. Mais on ne se demande pas ou on ne se pose pas la question pourquoi. Pourquoi est-ce que ces familles noires sont plus atteintes à ces facteurs? Qu'il y a les préjugés et la discrimination sous forme de nos avantages, les enfants noirs, les familles noires, puis augmentent leur représentation dans le système de protection de l'enfance et un manque de soutien face à ces injustices, un manque de soutien social qui puisse répondre à ces conditions sociales. Fait en sorte que ces familles sont plus probables à entrer dans le système de protection de l'enfance. J'ai pu aussi, lorsque j'entendais Tania, puis lorsqu'on parlait de cette idée du sécurité ou de confiance dans le système de santé puis de services sociaux, ça, c'était quelque chose qui a été nommé lorsqu'on a fait des groupes d'entretien avec les familles noires, avec les personnes âgées noires, puis avec les jeunes, qui ont nommé une réticence, une méfiance, si on veut, d'accéder des soins auprès des services sociaux. Puis, une des choses qui est assez intéressante, je dirais, c'est que ici, au Québec, comparé à d'autres provinces au Canada, puis comparé aux États-Unis, si on veut, on a quand même un réseau où on a quand même plusieurs, si on veut, services sociaux qui sont gratuits. Quand on parle des CLSC, quand on parle des organismes communautaires, donc on ne peut pas dire qu'ici au Québec, on n'a pas les services pour répondre à les besoins de ces familles, mais je pense qu'est-ce qu'on doit considérer, c'est qu'au-delà d'une présence, on doit parler de est-ce que c'est vraiment accessible? Est-ce que les enfants noirs, les familles noires, est-ce qu'ils se voient dans tout ce qui est les personnes qui offrent ces services au sein de ces institutions? Je vais aussi parler un peu de la profession, si on veut, de travail social. Les services sociaux, ça englobe plusieurs professionnels de la santé. Donc, c'est sûr que je me mise sur le travail social en disant que, étant prof
maintenant dans 2 universités, qu'on va souvent retrouver des cours qui donnent sur l'oppression ou sur la pauvreté. Mais il y a une distinction à faire entre l'oppression, pauvreté, puis tout ce qui est le racisme. Et puis, actuellement, je travaille avec une étudiante pour faire une survol de tout ce qui est enseigné dans le cadre des universités de travail social pour voir à quel point est-ce qu'on est capable de nommer ou à quel point est-ce qu'on répond ou à quel point est-ce qu'on a des cours qui parlent du racisme systémique. Et puis, j'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté, en fait, à trouver des cours qui sont capables de vraiment nommer, parce qu'il y a une différence entre l'oppression et le racisme systémique. Puis pour ça, il faut enseigner les étudiants d'aller au-delà de juste des indicateurs, mais de se poser des questions, le pourquoi derrière tout ce qui est cette oppression. Puis s'il y a un manque de cette formation dans nos universités auprès des travailleurs sociaux, on doit se poser la question à quel point est-ce que nous, comme profession, est capable de répondre à ce qu'on voit dans notre société et ce que vivent ces communautés marginalisées, ces familles noires, ces peuples Premières Nations, etc. Donc, je pense que, comme d'habitude, je parle vraiment rapidement. Tania, vous m'avez donné, je laisse le temps à Samir, donc on a rattrapé le temps de Tania, puis là, je laisse mon temps à Samir pour continuer. Puis j'ai hâte à répondre à des questions qui vont venir par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Alicia, pour ta présentation instructive qui expose la surreprésentation justement des enfants noirs dans le système de la protection de la jeunesse et aussi les enjeux au niveau de la formation des professionnels et professionnelles. Je voulais juste rappeler tout le monde que vous pouvez, si vous avez des questions pour les conférencières et conférenciers, vous pouvez toujours les mettre dans le question-réponse. On va arriver après toutes les interventions. Et sinon, si vous avez des commentaires que vous voulez échanger avec les participants et participantes, c'est dans le chat. Alors maintenant, on passe à notre troisième conférencier, Samir Shaheen Hussein, qui est pédiatre urgentiste et auteur du livre qui s'appelle en anglais « Fighting for a Hand to Hold, Confronting Medical Colonialism Against Indigenous Children in Canada ». Ça va bientôt être disponible dans la version traduite en français. Et son livre porte sur le colonialisme médical contre les enfants autochtones et le rôle génocidaire joué par l'establishment médical au Canada. Samir est impliqué dans des mouvements de justice sociale depuis près de 2 décennies, dont notamment en solidarité avec les peuples autochtones, contre la brutalité policière et pour la justice pour les personnes migrantes. Il est membre du collectif Soignons la justice sociale et il a écrit ou coécrit sur la violence d'État dans les soins de santé pour plusieurs publications. Il est professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université McGill. Allez-y, Samir. Salut tout le monde, merci beaucoup. Problème technique. J'espère que vous pouvez toutes et tous voir mon écran. J'espère aussi que je ne vais pas devoir quitter le Zoom parce que malheureusement, durant la présentation de Tania, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais le Zoom a crashé. Anyway, je ne sais pas pourquoi. Espérons que ça va fonctionner. Merci à Amnesty pour l'invitation. En effet, moi, je vais parler je vais faire un survol de la campagne Tiens ma main, mais dans l'optique de parler, de confronter en fait le colonialisme médical et le racisme systémique vécu par les enfants autochtones au Québec et au Canada. Donc, moi, je n'ai pas de divulgation à faire comme telle, sauf évidemment que la plupart des sujets dont je vais aborder ce soir
sont tirés du livre qui vient de sortir et puis qui va paraître en février, publié par Lux Éditeur en français. Mais je voulais dire que toutes les redevances sont redirigées vers des organismes désignés en soutien aux enfants et jeunes autochtones et leur communauté. Donc, moi, je ne reçois pas une scène des redevances. Donc, je veux juste être clair là-dessus. Donc, moi, ce que je voulais faire un survol de la campagne Tiens ma main, décrire les composantes du rôle de l'establishment médical dans le projet colonial génocidaire à travers la violence subie par les enfants autochtones et expliquer comment le colonialisme médical et le racisme systémique anti-autochtone se manifestent au Québec et au Canada. Rapidement, juste pour vous donner une idée, le pratique, en fait, la campagne Tiens ma main, ça a été développé pour contrer une pratique, une règle qui était en place depuis des décennies au Québec. Puis en fait, la pratique voulait que quand les enfants étaient envoyés pour des traitements médicaux dans le sud, c'est-à-dire soit à Québec ou à Montréal, des communautés, des régions éloignées, ces enfants-là n'avaient pas le droit d'avoir quelqu'un qui pouvait les accompagner. Et donc, c'était une pratique qui était en place à travers le Québec. Nous, au Children's, où je travaille, on était responsable pour la région que vous voyez sur la carte en rouge. Donc, ça, c'est notre région de responsabilité. Et puis, vous pouvez voir que les deux communautés dans le nord du Québec sont les communautés Inuit et les Iou, ou les Cris. Et donc, Nunavik et Iwishi, ou les terres Cris de la baie James. Et ces enfants-là venaient chez nous. Les régions en gris sont les enfants de ces régions-là allaient soit à Sainte-Justine, à Montréal, ou à Québec. Mais donc, du coup, nous, on voyait, la plupart des enfants qu'on voyait, c'était des Autochtones qui venaient seuls, les Autochtones du nord du Québec. Ça, c'est une carte de l'EVAC. Ça, c'est l'Évacuation aéromédicale du Québec. C'est l'organisme qui est responsable pour les transports aéromédicaux au Québec. Et ce que vous pouvez voir, c'est en fait les lignes en noir, c'est leur avion hôpital. Et cette pratique ou cette règle dont je parle, c'était pour l'avion hôpital. Et puis, comme vous pouvez voir, l'avion hôpital dessert toute la province. Les autres couleurs, en fait, sont des navettes. Mais comme vous pouvez voir, les navettes n'existaient pas dans la Nunavik en particulier, dans le Nunavik en particulier. Et c'était une autre raison pour laquelle nous, on voyait souvent ces enfants seuls, c'est parce que cette pratique ou cette règle-là, c'était juste sur, ça s'appliquait juste sur l'avion hôpital. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident pour un enfant qui potentiellement n'a jamais pris un avion, qui est malade, qui a subi un traumatisme, qui doit prendre cet avion-là, rentrer dans l'avion qui est un genre de soins intensifs urgence, avec des personnes qu'elle ne connaît pas, et qui arrive, cet enfant-là, à l'urgence chez nous, où il y a des infirmières, des médecins, des préposés, évidemment, qui veulent le soigner, mais qui ne parlent pas sa langue, qui ne parlent pas l'Inuktitut, par exemple, pour les enfants de Nunavik. Et il n'y a pas de moyen de communication parce que l'enfant est seul. Et donc, je pense que c'est important de penser à ça. Puis, ce n'était pas une pratique marginale. C'était des centaines d'enfants chaque année qui étaient envoyés comme ça. Donc, vous pouvez imaginer, juste si vous avez des enfants dans votre vie, comment ça serait pour un enfant dans votre vie de devoir aller à l'urgence dans un état de détresse, mais seul. Donc, nous, ce qu'on a fait, moi, en fait, j'avais rédigé une lettre et puis ça a été signé par le directeur de l'urgence et le directeur des soins intensifs au Children's. Et puis, dans cette lettre-là, on a souligné plusieurs choses. Évidemment, on a parlé des enjeux cliniques, c'est-à-dire que si un enfant est envoyé seul, on ne peut pas avoir une bonne histoire, on ne sait pas les allergies de l'enfant, si l'enfant a eu des chirurgies dans le passé, etc. Il y a toute une question de sécurité de l'enfant, de pouvoir communiquer, par exemple, si l'enfant a la douleur, des choses comme ça. Mais on a aussi abordé les abus historiques.
Donc, on a parlé des pensionnats autochtones, la protection de la jeunesse et le système de santé, où il y a eu des cas, beaucoup de cas, où des enfants ont disparu ou ont été enlevés de leur famille. Et donc, nous, on prenait une approche axée sur l'équité. Et on disait qu'il fallait arrêter cette pratique-là parce que ça impactait les enfants autochtones de façon disproportionnée. Et donc, ça risquait d'instaurer ou perpétuer la méfiance envers le système de santé québécois. Donc, notre lettre, la lettre n'a pas vraiment reçu une réponse qui engageait l'ÉVAC et le gouvernement pour dire qu'on va arrêter cette pratique dans un temps fixe. Et donc, quelques semaines plus tard, ça c'est en janvier 2018, on a lancé la campagne Tiens ma main. Et ça a fait les manchettes dans la presse, la Gazette, Radio-Canada, c'était un peu partout. Et initialement, la réponse du ministre de la Santé à ce moment-là, c'était Gaétan Barrette, c'était qu'il n'y avait pas de plan de changer, d'assurer que l'avion puisse accommoder quelqu'un pour accompagner l'enfant. Dans les semaines qui ont suivi, Sainte-Justine s'est impliquée aussi. Il y avait vraiment beaucoup de soutien public pour que ça change. L'Association des pédiatres du Québec aussi, avec la Société canadienne de pédiatrie, ont sorti une lettre envoyée au gouvernement et à l'ÉVAC. Puis, c'est écrit « La décision de ne pas réviser ces politiques archaïques renforce le racisme prévalent dans le système de santé. Ensemble, nous devons collaborer pour démanteler ces pratiques colonialistes. » Donc, c'est quand même assez fort pour deux organismes qui ne prennent pas nécessairement des positions, en guillemets, politiques sur ces enjeux-là. C'était vraiment fort comme position. Et il y a eu beaucoup d'autres interventions. Il y avait une petite pétition à l'Assemblée nationale. Il y avait des personnes qui faisaient leur propre action autonome, initiative autonome. Et enfin, 3 semaines plus tard, après le lancement de la campagne, le ministre a convoqué la presse pour dire que ça allait changer. Donc, dans les semaines à venir, la pratique allait être on va arrêter la pratique. Durant les mois qui ont suivi, en fait, ce qui est arrivé, c'était qu'il n'y avait pas un seul enfant qui a été envoyé sans accompagnement, avec accompagnement. Donc, tous les enfants qu'on recevait encore chez nous, ils étaient encore toutes et tous seuls, en dépit de cette annonce. Et l'autre chose qui est sortie, ça c'était un article d'une journaliste du Devoir. En fait, ce qu'elle a appris, c'était qu'il n'y avait jamais une politique écrite par rapport à cette pratique-là. C'était quand même grave, parce que même le gouvernement souvent parlait d'une politique, mais en fin de compte, il n'y avait jamais une politique écrite. Et c'est pertinent parce que sans politique écrite, on ne peut pas la réviser parce qu'il n'y a rien à réviser. Il n'y a pas de choses qui est écrite qu'on peut changer. Et donc, en fait, ce que c'était une règle qui a été perpétuée au fil des années, au fil des générations au sein de l'ÉVAC. En fin de compte, quelques mois plus tard, en juin, le 29 juin, enfin, le gouvernement, en fait, a mis ce cadre de référence sur l'accompagnement parental. Et donc, nous, on était très heureux. On a dit, enfin, les choses ont changé. Mais on a su que 50% des enfants qu'on voyait encore arrivaient sans accompagnement. Et ça, c'est un enfant qui a été envoyé de Chibougamau à Sainte-Justine. Et puis, ses parents ont été refusés parce qu'apparemment, il n'y avait pas de personne pour accompagner les parents. Donc, initialement, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas d'espace pour les enfants, pour les parents. Et puis, après la politique qui a été mise en place, le gouvernement, après, a dit, l'ÉVAC, en fait, avait une règle à l'interne qui disait que ces parents-là devaient être accompagnés. Et s'il n'y avait pas quelqu'un pour les accompagner, à ce moment-là, le parent ne pouvait pas venir. Donc, c'est ça qui est arrivé à cet enfant-là. Et donc, le pauvre enfant était envoyé seul à Sainte-Justine. Les parents ont dû conduire durant la nuit plusieurs heures, fatigués, pour pouvoir le rejoindre.
Et je mentionne ça parce que j'ai pas la chance, évidemment, de parler de tous les hauts, les bas, en fait, de la campagne, mais ça arrivait plusieurs fois qu'il y avait des promesses brisées par rapport aux communautés autochtones durant toute la campagne, des engagements brisés. Un point, et puis je veux revenir sur ça, en juin, juste une semaine en fait avant que la nouvelle politique est sortie, les gens peut-être vont se souvenir, il y avait des propos faits par monsieur le ministre Barrett qui ont fait les manchettes. Je vais partager une vidéo. Je suis désolé que c'est en anglais. Mais je vais rapidement expliquer après dont ça parle. C'est 2 minutes, mais c'est très pertinent. Donc, je partage ça. A rule that prevented sick children from traveling with their parents aboard medevac flights has been widely criticized in Quebec. After recent pushback, the government yielded and promised to let parents on board. At a community event at this mosque, the health minister was asked why that hasn't happened yet. CBC obtained a recording of his response, where he guaranteed someone intoxicated will be kicked off of a flight in the next 6 months. Where someone will not be made not allowed to get on the plane. Why? Because no one agitated, drunk, under whatever influence would get on the plane. Those words led to a chorus of condemnation. To have comments like that by a minister is totally appalling and unacceptable. We're going to demand that the minister resign from his position. The head of an organization that represents Inuit in Quebec's north says he needs to apologize, and I don't think that will be enough. He needs to go. The trust is gone. Barrett backpedaled today, at first saying that people wrongly assumed he'd been talking about Indigenous people when he meant it more generally. Then, later, he offered this as an apology. I can understand the sensitivity of that and the reaction. I apologize for that. I'm quite sorry about that, but at the end of the day, can we move on? The Premier is standing in solidarity with his health minister as a provincial election looms. I think he's sorry that these words have been interpreted that way. I suggest that we leave it there. Barrett did call the mayor of Kuujjuaq to apologize. The mayor says he does not accept the apology. He's demanding that the minister resign immediately. Jayla Bernstein, CBC. Je vais juste ramener mon écran. Donc, juste pour un peu traduire ou faire un sommaire rapide de ce que le reportage dont le reportage parle. Principalement, en fait, on voit qu'il y avait plusieurs leaders autochtones et militants et militantes, en fait, aussi, qui ont revendiqué la démission de M. Barrett dans un contexte où il aurait dit dans un événement à une personne qui a demandé pourquoi ses enfants étaient encore envoyés seuls, il aurait dit qu'il pourrait garantir dans les prochains 6 mois, il va avoir une famille qui ne va pas pouvoir accompagner son enfant pour cause d'être agité, intoxiqué, etc. Et donc, évidemment, ça joue sur des stéréotypes racistes parce qu'il parlait clairement des personnes venant de Nunavik dans ce contexte-là. Vous pouvez voir la transcription, c'est disponible sur le site du CBC. Vous savez, dans le contexte, Tania a parlé du cas de Joyce Echaquan, le décès brutal de Joyce Echaquan. Et puis, dans la province, évidemment, il y a eu une réaction assez grave par rapport à ce qui est arrivé. Et puis, on sait que l'infirmière, la préposée qui ont fait les paroles qu'elles avaient faites ont été licenciées. Mais une des raisons que je voulais montrer cette vidéo, c'est, et puis malheureusement, il n'y avait pas un équivalent en français, c'est que on attend à quoi
du réseau de santé quand il y a un ministre de la Santé qui tient des paroles comme ça. Quand il y a une ministre de la Santé qui tient ces paroles comme ça, c'est un peu comme donner caution à n'importe qui travaille dans le système pour avoir des agissements, des comportements qui vont être racistes. Et l'autre raison pour laquelle je voulais montrer cette vidéo-là, c'est parce qu'à un moment donné, il dit « Can we move on? » Est-ce qu'on peut continuer dans notre vie? J'ai dit ce que j'ai dit, désolé peut-être, sorry, not sorry, mais est-ce qu'on peut continuer avec notre vie? Et c'est cette partie-là que je voulais aborder. Parce que moi, je fais l'argument qu'on ne peut pas juste continuer la vie comme ça sans reconnaître qu'il y a des effets des politiques coloniales et génocidaires qui sont très, très, très pertinents. Je ne vais pas revoir cette liste-là. Tania a déjà parlé de beaucoup déjà, d'ailleurs. Mais moi, je veux focusser plus sur le colonialisme médical. Donc, dans le livre, en fait, je définis le colonialisme médical comme une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti-autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et à des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire. Et je sais que pour des gens, ça va être fort, peut-être, mais dans le livre, je fais l'argument de façon très claire que c'est vraiment génocidaire. Moi, en fait, ce que j'utilise dans le livre, 7 des chapitres focus ou utilisent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations unies, où c'est écrit que le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et puis, ça liste 5 actes. Et ce que je fais dans le livre, en fait, je montre comment le système médical, le establishment médical, a commis des violences vers juste les enfants autochtones. Je ne parle même pas des adultes, juste les enfants autochtones. Et on peut voir pour chaque acte, en fait, que c'est le cas. Okay? Puis je donne plusieurs exemples à travers le Québec et au Canada. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de parler de chaque acte présentement, mais il y en a beaucoup. Et j'ai dû même, j'ai pas pu utiliser tous les exemples qui existent parce que ça arrêterait jamais, malheureusement. Mais je veux revenir, je vais aller au 5e acte, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Ici, je parle du transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. L'exemple du gauche, c'est un film, en fait, que peut-être les gens ont déjà vu. C'est sorti il y a plus de 10 ans, je crois. Puis ça parle d'un cas, en fait, d'un enfant qui a été envoyé, ou d'un monsieur qui a été envoyé du nord, de Nunavik, dans le sud pour être traité pour la tuberculose. Puis en fait, dans les années 40, 50, 60, il y avait des évacuations de masse des populations inuites, autochtones aussi, mais vraiment inuites en particulier, de Nunavik et de Nunavut, qui ont été envoyés vers le sud. À un moment donné, il y avait probablement, on dit, un tiers de la population qui était affectée par la tuberculose et presque 15% de la population de Inuit était traitée dans les hôpitaux du sud. 15% des communautés inuites, juste pour vous donner une idée. Et souvent, ces gens-là étaient envoyés comme des enfants. Souvent, ces enfants étaient envoyés seuls. Okay? Donc, il y a une continuité avec la campagne Timaimai. L'image que vous voyez à la droite, c'est un reportage qui a été fait dans 3 ou 4 volets, en fait, par Anne Panasuk de Radio-Canada dans les dernières années. Puis elle, ce qu'elle
dont elle traite en fait dans ses reportages, c'est que il y avait plusieurs familles dans plusieurs communautés autochtones. Elle parle des Atikamekw ici, mais on sait que c'est aussi arrivé pour les Inuits. On sait que c'est clairement arrivé pour les Inuits. Et puis, il y a plusieurs autres communautés aussi au Québec qui ont subi ce sort, où les enfants étaient envoyés pour des traitements médicaux et évidemment seuls. Et souvent, les enfants ne revenaient pas. Donc, soit que les enfants sont décédés, soit que les enfants ont été mis dans des familles d'accueil ou ont été adoptés. Et souvent, les familles ne savaient jamais qu'est-ce qui est arrivé à leurs enfants. Et l'image que vous voyez ici, en fait, c'est une famille Atikamekw. Et une des communautés dont on parle dans le reportage, c'est la communauté de Manawan. Et Anne Panasuk parle du fait qu'à un certain moment, dans les années 60 ou 70, elle disait qu'il n'y avait pas une seule famille Atikamekw qui n'aurait pas eu connaissait pas un cas d'un enfant qui a disparu dans le système médical. Et donc, pour revenir à la campagne, l'argument que j'ai fait, puis j'ai fait ça quand on m'a invité de témoigner à la commission Vient, c'est en ne s'agissant pas pour remédier à ces enjeux néfastes, la directive de l'EVAC perpétuait et institutionnalisait une forme de discrimination envers les communautés Iou et les Inuits, même si la directive de l'EVAC n'avait peut-être pas cette intention initialement, c'est devenu la réalité sur le terrain. Et cette directive avait duré des années, voire des décennies de trop. Je vais terminer, j'ai juste quelques diapos qui restent. Ça, c'est une citation d'une résidente en pédiatrie, une ancienne résidente en pédiatrie, qui maintenant travaille en Ontario. Mais elle m'avait écrit après le lancement de la campagne pour dire qu'elle était vraiment contente que maintenant, ça semblait que les choses allaient changer. Et puis, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, on savait que cette pratique ou le règle de non-accompagnement, on savait que c'était une règle, on savait que c'était horrible, mais on a tout simplement continué, comme résident, comme pédiatre, comme infirmière, etc. Et un des buts que moi j'avais avec le livre, en fait, c'est pour assurer qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je voulais remercier toutes les familles qui ont témoigné durant la campagne Tiens ma main. Ça, c'est quelques-unes de ces familles-là. Il y avait plusieurs autres. Mais sans ces familles-là, la campagne n'aurait pas eu l'âme qu'elle a eue. Et ces familles-là ont sorti de façon très courageuse pour dénoncer ce qu'elles ont vécu avec cette politique ou cette pratique de non-accompagnement. Puis, je vais terminer en revenant sur le décès brutal de Joyce Echaquan. Vous savez, souvent, j'ai entendu, quand on parle de la réalité subie par les Autochtones dans le système de santé, particulièrement dans mon milieu en pédiatrie, on dit « Ah, ben ça, c'est des enjeux pour les adultes. Ça arrive dans un autre monde. Ça arrive dans le monde des adultes. » Et même si c'était dans le monde juste des adultes, j'aurais tendance à dire que c'est quand même pas acceptable. Mais l'image que vous voyez ici, de ce que je comprends, moi je ne sais pas pour certains, mais ce que les médias ont rapporté, c'est que l'enfant qui tient cette photo, c'est un des enfants de Joyce Echaquan. Et quand il y a ces histoires-là, des personnes qui subissent ces réalités, ces violences médicales, les conséquences sont graves pour les enfants, pour des générations. Et c'est ça qui est important à retenir. Parce que si on ne retient pas ça, on oublie ces enfants-là, puis on oublie le futur et le traumatisme que ces enfants ont subi. Donc voilà, le dernier point que je voulais faire, c'est que, vous savez, la campagne Tiens ma main, on peut dire qu'il y a eu, en guillemets, un succès, c'est-à-dire il y a une politique maintenant qui encourage les parents d'accompagner les enfants. Et pour la plupart, ça fonctionne très bien.
Mais ce qui est à retenir, c'est que les communautés autochtones et d'autres, en fait, essayaient depuis les années 90 pour changer cette pratique-là. Et donc, ça a pris comme 30 ans pour que ça change. Et ça, c'est une pratique relativement, même si c'est très pertinent pour nous et pour ces familles-là, mais c'était relativement marginal, dans le sens que c'était des centaines d'enfants, ce qui est grave. Mais c'était dans un sens marginal. Et puis, pour moi, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est que si, pour le gouvernement, ça a pris 30 ans pour changer une pratique relativement marginale, qui était très facile à changer, qui impactait juste les enfants autochtones, comment est-ce qu'on peut prévoir que le gouvernement va agir de façon responsable, de façon juste pour les communautés autochtones avec les injustices à travers les violences coloniales que ces communautés ont subies depuis des années, depuis des décennies? C'est ça vraiment la question. Et c'est pour cette raison que, évidemment, que la lutte doit continuer dans le système de santé, mais aussi au-delà pour réclamer la justice pour Joyce, mais aussi, évidemment, pour assurer que toutes les communautés autochtones puissent s'épanouir sans cette violence coloniale qui persiste à ce jour. Merci. Merci beaucoup, Samir, pour votre exposé percutant et très révélateur. On va tous et toutes attendre avec impatience la publication de votre livre en français en février de l'année prochaine. Je note qu'on a eu, à un moment donné, 305 participants et participantes à ce webinaire. Je pense que ça évoque vraiment l'intérêt des Québécois et Québécoises et au-delà par rapport à ce sujet et l'importance d'entreprendre cette conversation et de poursuivre la conversation et de passer à l'action. Je vois également qu'il y a eu un échange dynamique dans le chat, des commentaires vraiment intéressants. Donc, je tiens à remercier énormément nos 3 intervenants, intervenantes ce soir pour être avec nous. Je pense que je ne suis pas du tout la seule à beaucoup apprécier le partage de connaissances et d'expériences. Ça met beaucoup de lumière sur notre thème de racisme systémique dans la santé et les services sociaux. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements qui s'empilent dans le chat. Nous avons maintenant plus de 20 minutes pour passer à la période des questions. Donc, je vous invite encore une fois à inscrire vos questions dans le questions-réponses et non dans le chat pour bien distinguer les deux. Selon les questions qu'on reçoit, je vais poser une ou deux ou plusieurs questions et laisser la parole à nos 3 conférenciers pour répondre. Pendant que vous y inscrivez vos questions, pour les conférenciers et conférencières, j'aimerais attirer votre attention à une action en ligne sur le site web d'Amnesty. Il s'agit d'un outil pour envoyer un message au premier ministre Legault avec les 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme en copie. C'est un groupe qui a été formé, composé de 7 députés du gouvernement du parti de la CAQ, qui sont censés de sortir un plan, quelque chose avant la fin de l'année pour lutter contre le racisme. Le message que vous allez trouver dans l'outil demande au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les organismes représentant les communautés autochtones, noires et racisées. Ma collègue Camille va inscrire ou a déjà inscrit le lien pour l'action dans le chat. Donc, je vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. Et également, je vous invite à consulter notre page de campagne sur le racisme systémique pour voir les autres sources et événements qui y sont. Alors, voyons. OK, je vais y aller à 2, je pense. J'ai perdu les... Un instant.
OK. Je vais commencer avec la question de Naita. Elle pose la question, considérez-vous que le réseau tient des statistiques adéquates ou suffisantes quant à l'expérience des personnes issues des communautés racisées? Et je vais ajouter une autre question pour que vous puissiez répondre en même temps. Voilà. Dans les programmes de travail social des universités québécoises, il y a les cours, parfois obligatoires, parfois optionnels, en intervention interculturelle. Ces cours sont et devraient être des espaces de choix pour adresser les enjeux et questions de racisme systémique et d'oppression vécue par les personnes issues de groupes racisés. En fait, il s'agit d'un commentaire, mais je vais vous demander si vous avez des rétroactions là-dessus. Je vous passe la parole. Je pourrais peut-être commencer. Je vais dire que cette question de racisme systémique, c'est vraiment facile à nier à cause du fait d'un manque de données. Donc, on n'a pas des données selon la race, en fait, pour démontrer à quel point que les enfants sont surreprésentés, les enfants racisés sont surreprésentés dans les systèmes de protection de la jeunesse, dans les prisons, donc tout ce qui est ces milieux vraiment carcéraux. On n'a aussi pas des données pour nous indiquer les personnes qui peut-être viennent ou qui reçoivent des délais, qui sont revirées des systèmes de services sociaux. Donc, c'est vraiment, on n'a pas ces données-là. Puis, je pense que c'est vraiment un problème au niveau d'éthique. Comme c'est une négligence éthique de ne pas avoir ces données. Et puis, ça justifie le discours qu'il n'y en a pas de racisme systémique, mais il n'y en a pas parce qu'on n'est pas en mesure de le documenter. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la première question. Puis, je pense au niveau de tout ce qui est les cours sur le travail interculturel ou genre justement comment travailler avec les communautés culturelles ne sont pas suffisants si on n'insiste pas qu'il y a une approche critique qui tient à prendre en considération l'approche antiraciste qui conçoit la colonisation, si on veut, comme problème. Donc, une considération historique de le pourquoi. Pourquoi est-ce que le système est comme tel? Puis qui analyse ça avec vraiment un regard qui montre que le système est comme ça parce que ça avantage, si on veut, le culture dominant. Puis qui demande aux étudiants de non seulement avoir ou de savoir comment travailler avec l'autre, mais comment travailler sur soi. Puis comment reconnaître que soi fait partie du problème, puis comment, en sachant qu'on est partie du problème, comment intervenir à la place. J'avais vu un autre commentaire, puis là, je termine au niveau de tout ce qui est les postes pour les travailleurs sociaux racisés, puis la création de ces genres de postes. Je dirais que oui, ça pourrait être intéressant, mais on ne sera pas plus avancé si on ne regarde pas les structures qui englobent ces postes de travailleurs sociaux racisés. Puis c'est qui est en haut. Donc, les hiérarchies pour le pouvoir, c'est qui a le pouvoir. Puis je ne pense pas que juste engager des intervenants racisés, c'est suffisant pour répondre à ces enjeux. Je termine. Oui, si je peux me permettre, Marissa, si je peux me permettre de bonifier, parce que tout ce qu'a dit Alicia s'applique également là, pour la question autochtone. Et nous, on nous a déjà dit, parce qu'on disait, mais oui, mais avez-vous des statistiques, ça serait important. On nous a déjà dit que c'était raciste de prendre des statistiques. Et ça venait du réseau, directement du réseau. Puis on disait, ben non, c'est justement, on efface la réalité, on efface cette spécificité-là si vous ne prenez pas de statistiques. Fait que beaucoup de raisons étaient nommées pour ne pas prendre de statistiques. Et c'est vraiment, à partir de statistiques, c'est là qu'on peut mettre en place des politiques publiques, qu'on peut mettre en place des programmes, qu'on peut changer des pratiques et tout ça. Au niveau de la création des postes, ça a souvent été une solution qui a été nommée dans le milieu autochtone, pas par le milieu autochtone, mais pour régler la question autochtone, que ce soit dans le milieu de la santé ou
ou de la justice et tout ça. Et souvent, on a parlé, des fois ça faisait bien, les gens ont bien fait, mais si la structure, moi, si on me demanderait d'aller travailler dans un hôpital ou que pour venir un coordonnateur quelconque puis assurer quelque chose. Mais si, encore une fois, s'il n'y a pas d'imputabilité au-delà, puis il n'y a pas une volonté politique, la personne là, va juste se brûler à vouloir changer un système qui n'est pas prêt à être changé. Donc, souvent, on se donne bonne conscience à nommer une personne autochtone ou racisée là, dans les systèmes pour dire « Ah ben check, nous, on a fait ça, puis on pense que c'est la solution. » Je trouve que c'est pas... Ça pourrait l'être, mais avant toute chose, il faut changer vraiment la culture organisationnelle. Et dernier point, on parlait le rôle des universités. Je crois que le système d'éducation a un très grand rôle à jouer dans toute cette sensibilisation puis au développement des compétences culturelles. Puis beaucoup travailler, on sait dans le personnel soignant, le personnel médical, on travaille beaucoup au niveau du savoir-faire, mais je pense que de travailler sur le savoir-être, je pense que c'est là, quand on parle un peu d'humanité, là, je pense que c'est là que les gens font la différence, quand on est sensible à l'autre. Donc, c'est là que les gens peuvent se sentir un peu mieux. Puis, je voulais juste souligner que le conjoint de Joyce Echaquan a assisté à la rencontre, à ce webinaire-là, donc M. Carole Dubé. Donc, je voulais le souligner parce qu'il continue là, quand même là, à porter le message de sa conjointe. Donc, M. Guy Nicoué m'a informé dans le chat et m'avait chatté juste avant la rencontre. Là, donc, je voulais souligner sa présence. Merci. Je vais regrouper les questions. Je vois des tendances dans les lignes de questionnement. Le premier groupe de questions, je vais en poser 4. Il y a un peu de chevauchement, mais vous pouvez, les intervenants, vous pouvez en répondre comme vous voulez. Les questions avec lesquelles je vais commencer sont un peu plus au niveau, la question « Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau organisationnel? » Donc, je commence avec Naïta, qui demande quelles sont vos recommandations au MSSS afin d'adresser la problématique du racisme systémique dans le réseau. Ça, c'est un. Après, on a Elisabeth qui demande comment les syndicats représentant les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé peuvent intervenir auprès de ses membres, mais aussi du gouvernement pour faire changer les choses. On a Richard qui demande quoi faire pour lutter contre le racisme systémique dans le réseau scolaire pour les communautés autochtones. Et enfin, Mercedes qui demande quel rôle les groupes du mouvement communautaire autonome du domaine de la santé et des services sociaux peuvent jouer pour être en alliance, qu'ils soient ou non en interaction directe avec les personnes autochtones ou avec les personnes racisées. Donc, je sais que c'est des grandes questions sur plusieurs niveaux, mais je laisse la parole à vous pour vos rétroactions. Mais je vais laisser à Tania et puis Alicia de parler des autres questions. Je vais rapidement juste aborder la question du MSSS, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis ça, en fait, ça répond peut-être à d'autres éléments aussi. Vous savez, depuis des décennies, en fait, il y a des rapports. Il y a des rapports, des rapports et des rapports et des rapports qui sont sortis. Il y a le Royal Commission on Aboriginal People, la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996. Il y a le Truth and Reconciliation Commission, la Commission pour la réconciliation et la vérité, qui est sortie en 2015. Il y a le rapport l'année passée sur les filles et les femmes autochtones qui sont disparues, qui ont été tuées. Et il y a juste un an, il y a le rapport de la commission Vient. Et ça, c'est toutes des commissions, ce sont tous des rapports qui viennent à la demande du gouvernement ou des gouvernements. Et ces rapports-là ont recueilli des avis des peuples autochtones à travers le temps, puis de plusieurs communautés.
Et à ce jour, la vaste majorité des recommandations qui ont été faites, notamment dans les soins de santé, n'ont pas été mises en place. Comme Tania a dit, ces questions avant, les solutions sont là depuis des années, des décennies. Puis maintenant, merci Tania d'avoir partagé le fait que M. Carole Dubé assistait. Je ne sais pas s'il est encore là ou d'autres membres de la communauté de Manawan, mais je pense qu'il y a ce principe de Joyce que la communauté et la nation Atikamekw propose. Puis en fait, il y avait une consultation publique virtuelle qui vient de terminer aujourd'hui. Et j'encouragerais tout le monde qui est encore ici de regarder cette proposition-là. Parce que du côté du système de santé, la façon dont c'est écrit, c'est extrêmement pertinent et c'est extrêmement fort. Et puis, quand on parle des questions de soutenir, d'être en solidarité avec les peuples autochtones, je conseillerais fortement de lire ça et puis de pousser fort pour que ça soit mis en place. On parle de plusieurs enjeux, notamment de la sécurisation culturelle. Et ce qui est important, qui est très important que je voulais souligner, c'est que si ces principes, les 6 principes qui sont évoqués dans le principe de Joyce, si ces points sont mis en place dans le système de santé, ça va être mieux pour tout le monde. Okay? Tout le monde va bénéficier parce que ça va vouloir dire que ça va être des soins dignes, humains, et beaucoup plus exhaustif comme approche. Et donc, ça nous tient en fait tout le monde. Ça devrait nous tenir, tout le monde nous tenir à cœur pour qu'on milite pour assurer que le principe de Joyce soit mis en place de façon très, très rapide. Je pourrais rajouter à ce que Samir vient de dire, puis à tout ce que... parce que je comprends dans les questions, les gens, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis enseignante, je travaille pour un syndicat et tout ça. J'ai envie de vous dire, soyez des ambassadeurs de la sensibilisation aux réalités autochtones, sensibilisation aux réalités des communautés racisées. Je pense que c'est on a une responsabilité collective comme citoyens, avant tout, de bien sensibiliser, de sensibiliser notre conjoint, notre famille, nos enfants, de ne plus tolérer toute forme de racisme. Là, je parle pas du racisme systémique, mais du racisme ou même des préjugés, déconstruire ces préjugés-là pour qu'après ça, la société va mieux s'emporter puis ça va avoir un impact parce qu'on ne tolérera plus ça dans nos réseaux. Il y a des gens qui vont être outrés de ça. Donc, c'est d'enlever cette non-gêne-là qui existe, c'est-à-dire, comme je disais au début, de dire on permet, on tolère et tout ça, mais quand les gens vont être gênés d'en parler puis qu'ils vont garder ça pour eux, je crois qu'on a tous une responsabilité de devenir des ambassadeurs et je crois que c'est le meilleur moyen de fonctionner par rapport à ça. Donc, et bien sûr, vos organisations peuvent, surtout au niveau des syndicats, peuvent faire des revendications, peuvent sensibiliser, on peut sensibiliser nos députés, tout ça, mais présentement, pour le racisme systémique, je crois qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la pression politique. Donc, comme citoyen, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'amener parce qu'il y a un gros système à changer. Il y a un gros système, puis ça va passer par la volonté politique, ça c'est sûr, mais commençons par au niveau des citoyens. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Alicia? J'allais dire, je pourrais parler pour moi-même dans tout ce qui est ce que moi je milite en tant que chercheuse à l'université. Ça serait vraiment pour le mouvement communautaire. Je pense qu'on devrait essayer, ou qu'est-ce que j'essaie de démontrer à travers mes données. Puis j'ai vu une question concernant la collecte de lait, puis je pense que c'est une question au niveau de
comment ces données peuvent aussi faire mal. C'est vrai que ces données peuvent faire mal dépendamment de comment ils sont utilisées. Puis actuellement, on ne sait pas comment nécessairement le MSSS va utiliser ces données parce que le MSSS est majoritairement, si on veut, non racisé. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire, puis qu'est-ce que je remarque, c'est que lorsqu'on implique les chercheurs ou lorsqu'on est nous-mêmes racisés, puis qu'on a un rôle à jouer dans tout ce qui est les collectes de données ou dans la prise de décision, on est capable à faire en sorte d'avancer les choses parce qu'on a une compréhension, si on veut, plus nuancée et critique, je pense, parce que c'est finalement quelque chose qui nous concerne. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire au niveau de tout ce qui est mes recherches par rapport à les enfants suivis en système de protection de la jeunesse, c'est de démontrer à quel point que ce système n'est pas efficace, puis qu'on a peut-être d'autres des questions très difficiles à poser dans le sens où est-ce qu'on est en train d'investir dans un système qui, au bout de ligne, n'a pas changé ou n'a pas amélioré les conditions de vie des enfants racisés depuis des décennies. Puis si c'est ça le cas, peut-être qu'on devrait essayer d'investir dans la communauté, d'investir dans les gens qui sont capables justement d'offrir sécurité culturelle dans tout ce qui est la prestation de services. Donc, ils sont, je dirais, la communauté, c'est vraiment les experts, ils sont ceux qui sont vraiment comment on dit ça en français, qui sont vraiment sur le terrain puis qui sont les plus proches, vraiment en proximité avec les membres, les citoyens. Donc, je pense qu'on devrait vraiment, sincèrement, réfléchir sur comment mieux organiser nos services sociaux pour laisser la communauté jouer un plus grand rôle. Parce qu'actuellement, ils sont les plus proches des citoyens, puis ils sont ceux qui font souvent le même travail que les travailleurs sociaux, sauf qu'ils sont moins rémunérés. Puis je parle de l'expérience étant travailleuse sociale où, lorsque mes clients avaient besoin de me contacter, il fallait appeler tel numéro, puis appuyer le 1, le 2, puis le 3, puis me laisser un message sur ma boîte vocale. Par contre, je me souviens quand je travaillais avec la communauté, qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est que moi, je donne mon numéro de cellulaire à les citoyens, ils peuvent me contacter en soirée, en fin de semaine. Donc, c'est pas comparable le soutien puis le suivi, puis ces gens-là sont vraiment pas payés assez. Puis c'est vraiment eux qui sont en relation, si on veut, en relation avec ces communautés racisées. Puis je pense qu'on devrait leur donner confiance, puis leur rémunérer pour ce travail qu'ils font, pour les reconnaître ce travail. Merci beaucoup pour les réflexions. Notre temps ensemble s'achève. Je sais qu'il y a certaines parmi nous qui doivent quitter à 7h30 pile, mais je pensais juste peut-être faire une petite, donner l'occasion. Il y a plusieurs questions par rapport à la politique et le rôle des politiciens. Clarisse qui dit « J'apprécierais que vous abordiez la place de la parole des responsables politiques dans le racisme systémique. Celle-ci me paraît primordiale. Selon vous, cette parole est-elle le signe d'une certaine intentionnalité du système colonial? » Et on y est avec ça, Damien qui demande, selon vous, qu'est-ce qui peut bien justifier que ce gouvernement refuse de reconnaître le racisme systémique au Québec? Quels peuvent bien être les enjeux politiques en arrière de cette position archaïque? Donc, il nous reste à peine 1 minute, peut-être 2 minutes max, mais est-ce que vous voulez juste partager vos réflexions qui vous viennent à l'esprit là-dessus? Bien, de très bonnes questions à répondre en 1 et 2 minutes, mais c'est des très bonnes questions, mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement refuse de reconnaître le racisme systémique. Plusieurs provinces l'ont fait au Canada. Le gouvernement fédéral l'a fait aussi. C'est sûr que positionner dans le gouvernement fédéral, bon, c'est pas une juridiction provinciale, donc c'est plus facile de prendre position à ce moment-là, quand au niveau du système de santé et services sociaux, ça relève directement du provincial. Je ne sais pas. On pensait à un moment donné que peut-être le terme discrimination systémique allait ressortir sans utiliser racisme systémique. Mais par exemple, je peux vous dire que
je ne peux pas vous expliquer pourquoi que le gouvernement ne va pas de l'avant avec ça, mais je peux vous dire une chose, par exemple. Ça fait, je suis autochtone depuis toujours, là, depuis 40 ans, mais ça fait une quinzaine d'années que je travaille activement dans le milieu et on a rarement vu une mobilisation comme ça, où que Autochtones et Québécois et autres communautés, on marche tous ensemble. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. Enfin, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le voisin, c'est nous, comme société, on dit que c'est terminé, le racisme systémique. Et ça, pour moi, je pense que c'est la chose, c'est encore une meilleure nouvelle que d'entendre un premier ministre dire qu'il y a du racisme systémique, c'est que la population, on travaille tous ensemble pour combattre ce fléau-là. Merci. Samir, est-ce que tu veux partager des dernières paroles? Mais je n'ai pas vraiment beaucoup à ajouter. Je suis d'accord avec Tania. Côté politique, je ne sais pas pourquoi. Je peux avancer des thèses, des idées pourquoi le gouvernement CAQ borne sur cette question. À mon avis, c'est une position idéologique. Il y a tellement de données. C'est drôle quand le fait qu'on vit pendant une pandémie, puis il y a toute cette emphase sur mettre sur en guillemets, la science, les données, quand c'est clair. Il n'y a pas de question maintenant en fait, il n'y en avait jamais eu, mais c'est clair que le racisme systémique existe. Et donc, du coup, le fait de nier ça c'est une question simplement idéologique. Et puis, avec le nouveau ministre autochtone, Yann Lafrenière, qui a été mis en place, le fait que lui aussi, il nie l'existence du racisme systémique. En fait, moi, je trouve que cette approche-là infantilise les Québécoises et les Québécois en disant que c'est pas tout le monde qui est raciste, tandis que c'est pas forcément ça qu'on dit en parlant du racisme systémique. En fait, le justice Murray Sinclair, qui était en charge de la commission de vérité et la réconciliation, lui, il dit que le racisme systémique, c'est ce qui reste après que tous les racistes sont partis. Je ne sais pas si vous comprenez. L'idée, c'est qu'il y a toutes ces politiques, ces pratiques, ces règles dont on parle qui sont issues des pensées coloniales. Et donc, même si à ce jour, il y avait 100% personnes racistes dans cette province-là, les politiques sont telles que le racisme systémique, ça existerait tant qu'on ne le confronte pas. Et donc tant que le gouvernement va borner sur cet enjeu-là, la réalité, c'est que ça va avoir des effets néfastes. Dans le milieu de la santé, je peux vous garantir que tant que le gouvernement ne fasse pas face à ce fléau-là, les gens vont continuer de souffrir et les gens vont continuer de mourir. Et donc ça devrait être sur leur conscience. Merci beaucoup. Comme Samir l'a dit tantôt, la lutte continue. Je vous invite chaleureusement encore une fois à passer à l'action avec Amnesty pour lutter contre le racisme systémique et de consulter notre page web. Vous pouvez aussi vous inscrire à vous abonner à notre infolette pour recevoir d'autres actions au long de la campagne. Un énorme merci de la part d'Amnesty International à nos 3 conférenciers pour leur présence et leur partage ce soir et à vous toutes et tous pour avoir participé. J'espère vous revoir lors de notre conférence virtuelle le 25 novembre. Merci encore et bonne soirée.